Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, rendez-vous sur les hauteurs du 18e arrondissement de Paris, dans le musée Montmartre dédié à l'histoire du quartier et bien plus encore. Les deux frères Nicolas et Sébastien Ries ont monté un studio éponyme de design d'intérieur. Ici, on fait flirter création et illusion. Si vous pensez que le jogging n'est fait que pour traîner le dimanche ou pour faire du sport, détrompez-vous. Zoom sur le sportswear dans En Mode. Aurore Piette prélève dans l'estuaire de la Gironde de précieux morceaux de nature qu'elle transforme en objets d'art dans le geste. Avant de retrouver Nicolas et Sébastien de Ries Studio, tout de suite le point de vue. Si vous ne connaissez pas grand-chose à l'art, voici une anecdote qui vous permettra de faire illusion. Si l'artiste Henri Matisse parle à bon nombre, connaissez-vous son œuvre Le Bateau, peinte en 1953 ? Eh bien, sachez que cette œuvre fut exposée en grande pompe en 1961 au MoMA de New York, à l'envers. Il y resta dans le mauvais sens pendant 47 jours, sans que personne ne s'en rende compte. Comme quoi, vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir du mal avec l'art contemporain. Si à la fin des années 2000, les grandes enseignes prenaient la fast fashion et ses rythmes de création effrénés, un nouveau mouvement émerge peu à peu, celui de la consommation textile raisonnée. En effet, cette industrie est la deuxième plus polluante au monde. Dans Mode Manifeste, on dresse un état des lieux de la situation et on nous propose plein de solutions pour apprendre à consommer différemment, de manière écolo, éthique et durable, à mettre dans les mains des fashion addicts. En 1941, le designer Jean Prouvé dessine un vélo. Vélo destiné à la base aux employés afin de faciliter leur déplacement entre leur lieu de travail et de vie. Les voitures étant en cette période de guerre réservées le plus souvent à la police et aux médecins. Même s'il fut réédité, recopié, redessiné depuis, il est entre-temps devenu une véritable pièce de collection. En 2009, un des derniers modèles s'est d'ailleurs vendu chez Christie's pour la modique somme de 72 400 €. Le musée Montmartre tient à raconter la vie du quartier et surtout celle des artistes qui font battre son cœur. Visite poétique à Paris. Au détour d'une ruelle de Montmartre se cache un jardin paisible, une parenthèse bucolique qui a inspiré de nombreux artistes de la bohème parisienne. Renoir, quand il est venu visiter le lieu, il était complètement charmé par la beauté des jardins, comme un parc abandonné. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs tableaux dans les jardins, notamment la balançoire. Comme Renoir, à la fin du 19e siècle, c'est dans ces ateliers au volet bleu que de nombreux artistes sont venus s'installer, attirés par les loyers bon marché et un esprit de liberté qui soufflait sur le Montmartre de l'époque. Il y avait les cabarets, il y avait la fête, il y avait le cabaret du Chat Noir, il y avait le Lapin Gilles. C'était vraiment un sujet de prédilection pour tous ces artistes-là. Ce n'est pas pour rien qu'au musée Montmartre, une salle entière est dédiée au cabaret du Chat Noir. On y trouve bien sûr la célèbre affiche de Toulouse-Lautrec, mais aussi ce tableau plus rare d'Adolphe Villette qui trônait au-dessus de la piste de danse du fameux cabaret de Rodolphe Salis. Rodolphe Salis a commandé cette magnifique toile où on voit cette atmosphère festive qui fait référence à la fête des cabarets à Montmartre. Villette montre aussi les excès de la fête et de la décadence. Et d'ailleurs, la référence de la mort, on le voit dans le tableau, notamment on voit la tombe des Villettes où apparaît un chat qui fait bien sûr aussi référence au Chat Noir et le crâne qui surgit dans le ciel. On venait donc au cabaret du Chat Noir pour s'enivrer et danser jusqu'à la mort, mais aussi pour assister à une petite révolution pour l'époque, le théâtre d'ombre d'Henri Rivière. Il y avait un système très ingénieux avec des coulisses derrière. Il y avait au moins 12 techniciens sur place pour passer l'un panneau et l'autre, le pianiste qui jouait. Donc c'était un vrai spectacle animé et ça avait énormément de succès parce qu'il faut comprendre quelque part que c'était le cinéma avant la lettre.
Et dans ce film avant l'heure en ombre chinoise, défilait sous les yeux des spectateurs tout un récit qui retraçait les événements politiques de l'année passée. Alors il raconte la ruine de la bourse, le socialisme, le militarisme. C'était un texte assez fort parce qu'il attaquait aussi tous les sujets importants de cette époque. Le musée de Montmartre veut vraiment témoigner de toute cette période d'avant-garde, de 1870 jusqu'à 1930, de tous les artistes qui ont vécu ici, qui ont créé ici, dans ces ateliers. Et parmi eux, un peintre a été en particulier mis à l'honneur, l'artiste féminine Suzanne Valadon. Elle est une des premières femmes à être exposée à la Société nationale des beaux-arts en 1894. Vous voyez les jardins rue Cortot peints par Valadon en 1928. C'était la vue qu'elle voyait de son atelier. Elle y vivait avec son fils, Maurice Utrillo, et son nouvel amant, André Hutter. Grâce à un minutieux travail d'archives, le musée a reconstitué dans les moindres détails l'atelier de l'artiste et les empreintes de son passage. Les années qu'elle a passées ici, c'était vraiment les années les plus heureuses, peut-être aussi les plus tumultueuses, parce que c'était quand même, ils étaient surnommés le trio infernal, parce qu'il y avait beaucoup de tensions. Utrillo qui était très malade, André Hutter qui était beaucoup plus jeune qu'elle, 20 ans de différence, qui avait l'âge de son fils. Quelque part, c'était là où elle a fait vraiment les meilleurs tableaux, où elle a vraiment pu se lancer en tant qu'artiste. Elle a exposé, elle recevait aussi des galéristes dans son atelier. Et ce qui est surtout très agréable, c'est la lumière et la vue sur Paris et sur les beaux jardins. Les fameux jardins du 12 rue Cortot, où, clin d'œil au tableau de Valadon, on peut toujours admirer un cerisier en fleurs baigné de lumière. Des miroirs aux teintes envoûtantes, des bas-reliefs aux couleurs d'autrefois, c'est à travers de multiples créations que réside l'art du studio Riese. De rentrer dans le cheminement d'un atelier ou d'un artiste d'une autre époque, ça nous amuse. Il était une fois deux frères, Nicolas et Sébastien Riese, deux passionnés de peinture et d'histoire de l'art, à la tête d'un studio de décoration. Ça, c'est d'après les papiers de Dominoté. On peut faire à l'or blanc ou en palladium. Pour des monuments comme l'Hôtel de la Marine à Paris ou en collaboration avec de grands architectes comme Jacques Garcia, Pierre-Hervé Valbaume, Robert Couturier, il redonne vie aux décors d'autrefois aujourd'hui disparus. Il les recrée, les restitue et offre un voyage dans le temps aux intérieurs de particuliers ou de monuments. Nous, on va plutôt être choisis pour faire certaines pièces très précieuses où on va aller très loin dans le détail. Comme on est assez pointu aussi bien dans notre connaissance culturelle que dans l'application des techniques pour faire ces choses-là, on est assez expert pour vraiment, quand il y a des pièces anciennes et des pièces nouvelles, les gens ne pourront pas savoir où est l'ancien et le moderne. Bah, on essaye. On essaye. Le duo est en recherche permanente des techniques traditionnelles exactes pour recréer ces ambiances historiques. À chaque fois, on va dire, on l'a jamais fait d'une certaine façon. C'est comme de la cuisine. On a plein de recettes qu'on a appris ou qu'on a compris ou qui sont en devenir. Et c'est un peu un esprit d'analyse. Depuis des mois, Nicolas, Sébastien et leurs collaborateurs participent donc à la restauration de l'Hôtel de la Marine. Un chantier colossal pour recréer la décoration XVIIIe siècle du monument. Ils doivent notamment reproduire de vastes panneaux de soie peints à la main, une œuvre à l'origine signée Alexis Perrotte. Pour que ce soit réel, on n'invente rien. Donc chaque fleur qui ont été peintes, elles sont peintes d'après des fleurs de Perrotte. Les soies avaient totalement disparu. Alors pour ce travail, ils ont multiplié les recherches et dessiné des aquarelles avant de se lancer sur le tissu. On a vu que Perrotte avait peint des fleurs et des rubans à Fontainebleau.
Donc on a pris des photos à Fontainebleau, on a pris des bouquins, des archives, enfin bon, c'était très compliqué. C'est des milliers de petites touches pour les fleurs. C'est un travail de patience. La difficulté avec la soie, c'est que ça a tendance à fuser. Donc il faut être assez précis et pas rester trop longtemps sur la soie. Un travail de fourmi pour ce projet monumental. Toujours pour l'hôtel de la Marine, le studio doit aussi fournir plusieurs centaines de mètres de soie dont ils reproduisent les couleurs à l'identique sur le simple modèle d'un petit bout de tissu d'époque. On ne peut pas se permettre d'avoir des raccords, donc des attentes. Sur chaque zone, la peinture ne doit pas sécher. Donc là, ils sont 3, ils se suivent pour faire une grande surface. Et moi, tout seul, comme un grand, je fais une toute petite surface. Non contents de ces prouesses artisanales et historiques, les deux frères se sont lancés dans une démarche artistique dans laquelle leur créativité et leur identité esthétique peuvent s'exprimer pleinement. C'est le sous-verre peint dans nos travaux de décor qui nous a donné cette idée d'intégrer de la peinture au miroir. On prend grand plaisir en fait à se libérer de l'objet fonctionnel pour expérimenter les contrastes, si vous voulez, entre la transparence et la luminosité du verre et l'opacité et la profondeur de la couleur et de la peinture. Nicolas et Sébastien ont eu l'idée de conjuguer la technique traditionnelle de la peinture sous verre au travail artistique du miroir. Un éclair de génie créatif pour ces deux frères. Nous, on ne se fait pas de cadeaux. On avance et puis si on dit c'est mauvais, on élimine, on se critique, etc. On peut vraiment se crier dessus et se réconcilier 2 secondes après. Donc tout fonctionne plutôt bien dans la bonne et la mauvaise humeur sans problème. Remarquées à Paris et à Los Angeles dans les galeries de Carole Descombes, ces œuvres intrigantes reflètent la complicité créatrice de ce duo fraternel. Nicolas, Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous venez de 2 univers différents professionnellement. Comment vous vous êtes retrouvés autour d'un projet commun? Très tôt, nos parents nous ont imposé, mais d'une façon plutôt douce et réussie, beaucoup de culture. Donc on a très vite aimé, adolescent, la peinture, notamment italienne et classique. Donc ça, c'était un premier lien, disons une proximité culturelle entre nous deux. Et comme nous sommes frères, j'imagine que ça rend les choses encore plus proches au niveau de nos goûts et nos inspirations premières. Et vous, Nicolas, à la base, vous êtes peintre. Oui, moi je suis, on va dire, fondamentalement peintre. Mais on a, comme ça arrive souvent dans les fratries, une espèce de communication en même temps instinctive et sans détour. Et ça, c'est très riche. Et justement, c'est pas défini qui fait quoi? En fait, c'est plus d'éternelles conversations, des rebondissements d'idées, des disputes même, qui nous font avancer plutôt que quelqu'un qui va avoir un rôle à un moment donné. Et donc, ça se passe plutôt comme ça. Parce que vous restituez des décors, c'est-à-dire vous les faites revivre, vous les ressuscitez. Donc il faut avoir aussi une connaissance en histoire de l'art pour dire, voilà, qu'est-ce que l'artisan de l'époque a voulu mettre dans son décor, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Déjà, il faut être assez renseigné des techniques et de l'histoire. En même temps, c'est vrai, pour être juste, il faut qu'on chemine dans une espèce d'évolution qu'a utilisé l'artiste. Enfin, c'est ce qui est le plus important, il ne faut pas que ça se voie. Est-ce que le fait que vous avez appris toutes ces techniques, tout ce savoir-faire, vous permet aujourd'hui justement de l'utiliser pour vos propres créations, ce qui donne une porte grande ouverte à tous les décorateurs, architectes d'intérieur avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Déjà, d'allier un travail artistique avec des méthodes d'artisanat, c'est intéressant pour nous, c'est ce qui nous a attirés notamment vers le verre et ensuite vers l'objet miroir. Et le travail sur la matière, je pense, est un vrai apport pour nous pour ensuite techniquement faire des œuvres plus artistiques. Qui dit miroir dit temps, dit temps qui passe. Il y a une temporalité par exemple dans le miroir, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours contemporain, mais en même temps ça a absorbé toutes les images. Par exemple, on nous a demandé de faire des faux anciens miroirs, et surtout pour le marché russe, parce que par exemple les Russes n'achètent
très peu de vieux miroirs parce que c'est comme s'il était habité par des fantômes. Et ce genre de questionnement, nous, ça nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on fait des miroirs aussi qui ne sont pas trop réfléchissants pour que ce qui a été absorbé prenne autant de place que ce qui est réfléchi. Donc la question artiste-artisan ne se pose pas chez vous. Vous vous définissez clairement comme artiste. Inévitablement, et notamment quand on choisit de travailler par exemple sur l'objet miroir, c'est plutôt la caractéristique du miroir artistique qui nous intéresse. C'est-à-dire que, contrairement par exemple au tableau peint ou à la sculpture, qui offre une image plus pérenne et stable, le miroir reflète le temps présent et du coup le temps du regardeur. Alors, à vous écouter, tous les deux, on a parfois un peu l'impression que vous êtes comme des alchimistes, avec toutes ces techniques que vous avez apprises, que vous utilisez pour vos propres tableaux ou pour d'autres décors. Est-ce que ce sont des techniques qu'on transmet ou qu'on garde pour soi? On a un atelier qui est assez flexible, donc on peut travailler avec une personne, 4 personnes, des fois on est 10. Et je pense qu'on donne les techniques, on les partage. Parce qu'après, c'est un vocabulaire. Plus le vocabulaire est large, plus on peut s'exprimer. Donc on n'a aucun secret. Et c'est pour ça aussi qu'en même temps, on dit qu'on est artiste, mais l'artisanat, c'est lui qui nous nourrit. C'est complémentaire. Et c'est ça qui est magique. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Chaussez vos baskets, sortez votre sweat à capuche et glissez-vous dans votre plus beau jogging, car aujourd'hui on a décrypté pour vous la mode du sportswear. Le jogging est un signe de défaite, disait Karl Lagerfeld. Mais la mode évolue avec son temps et le vêtement de sport fait désormais partie du paysage du luxe. Tout commence dans les années 80, quand le hip-hop émerge dans les quartiers pauvres de New York. Les rappeurs et les gangs s'y approprient les codes du luxe et les polos Ralph Lauren. Le tailleur Dapper Dan reproduit même les monogrammes des grandes maisons sur des survêtements que Gucci copiera des décennies plus tard. Entre-temps, le sport a fait son chemin jusque sur les podiums. Pour l'été 2021, il s'invite dans un stade siglé Céline. Eddie Slimane y présente des hoodies à paillettes et des jogging couture. Chez le styliste géorgien David Koma, le tennis prend des airs de grand soir. Les raquettes se portent en boucle d'oreille, les visières brillent et le filet devient jupe. Pour sa marque Color, le japonais Junichi Abe traite le sport à l'américaine. Des blousons XXL et des joggings pas de def pour un vestiaire de ville très bien dans son époque. En collaboration avec Adidas, Grace Wales-Bonner mélange les sports équestres et l'esthétique dancehall des années 80. Une mode sportive et poétique aux coupes rétro et aux couleurs délavées. Mais quand on parle de sport, on parle surtout de corps. Alors Miuccia Prada mélange vêtements techniques et lingerie, une allure athlétique tout en élégance. Spécialiste du mélange des genres, elle l'illustre chez Miu Miu dans un stade futuriste. Les joggings se portent avec des blouses à volants, le survêtement devient chic et les baskets se perchent sur des talons. Pour l'hiver 2021, elle grimpe au sommet des montagnes. À nouveau, la lingerie s'invite dans une veine encore plus extrême. Le pantalon de ski se porte avec un soutien-gorge, la doudoune est satinée, ou même entièrement tricotée, portée avec une cagoule et un masque assorti. En montagne, on pratique même l'aérobic. Tout comme chez Rick Owens, cette fois-ci en bord de mer, dans une lignée apocalyptique. Ou encore chez Etam, qui propose une lingerie inspirée de l'athlétisme dans des matières techniques et des couleurs fluo. Quant à l'américain Thom Browne, il dévale les pistes d'un monde imaginaire. Cartable sur le dos, une écolière skieuse part à la rencontre de créatures étranges qui portent leur doudoune en jupe et mélangent tous les sports. Le foot américain, le saut en parachute et même les sports de glace, dans une tenue rétro inspirée des patineuses russes. Pour Burberry, Riccardo Tisci propose une version bling ultra sophistiquée.
Chez Givenchy déjà, il présentait la haute couture dans un gymnase ancien. Depuis, il mélange sport et luxe dans toutes ses collections. Il prouve qu'à notre époque, la mode et l'athlétisme marchent main dans la main. Des sédiments aquatiques, du calcaire caché au creux des rochers, Aurore sait cueillir dans la nature de quoi créer des œuvres pleines d'histoires girondines. C'est le geste. Quand j'étais petite, on venait voir mes grands-parents qui habitaient donc à Méché et forcément on allait jouer sur la plage et au moment de la baignade, donc au plus on avançait dans l'eau, au plus la surface du sol devenait visqueuse et pâteuse et donc c'est en fait quelques années plus tard qu'en la revoyant, en la recontextualisant dans un autre domaine qui est en fait le domaine du design, la recherche de matière et d'application, et j'y suis retournée à marée basse et j'ai un peu observé cette matière, j'en ai collecté et j'ai commencé à faire des expérimentations, à la manipuler, à la tester tout simplement pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Artisane de la mer, comme elle se nomme, Aurore Piette, portée par ses études de design à la St Martin's School de Londres, crée en harmonie avec la nature des pièces de céramique uniques avec pour terre les sédiments de Méchères sur Gironde. Un tout autre paradigme qu'elle a dû apprivoiser. C'est une terre assez du coup très malléable, assez liquide, pâteuse, visqueuse. En fait, elle est vraiment imbibée d'eau et lorsqu'elle va sécher, vraiment, il va y avoir un taux de rétractation énorme parce que forcément, elle présente une composition en eau qui est très importante. Bercée par le bruit des vagues, ses escapades régulières le long des falaises représentent la base de sa pratique, mais aussi de son inspiration. Je m'inspire pas mal de la topographie principalement parce que ce qui est reconnu et caractéristique du lieu, c'est vraiment ces falaises qui sont vraiment blanches et qui se décrochent sur le ciel ou sur la mer. Ça crée vraiment un contraste à la fois de texture, de relief, de lumière aussi. Travailler avec la mer, je pense que ça apporte tout d'abord un côté humble parce que la nature prédomine dans la pratique. C'est à moi de m'adapter à elle. Selon les marées, je peux ou pas collecter la matière, celle qui va un petit peu me guider dans ma pratique. Et puis donc ce côté humble, c'est parce que je dépends d'elle. Elle me guide dans la quantité de matière, dans le temps, qui sera du coup mon propre agenda. Cette terre, plus humide et gorgée de sel, présente des caractéristiques qui ne lui permettent pas d'appliquer les codes classiques de la céramique. Aurore a dû se réinventer et composer en harmonie avec cette matière. Il va falloir apprendre la patience, donc c'est vraiment un côté un peu méditatif, passion, c'est un travail de la matière. Une pièce, il va falloir que j'y revienne jour après jour, vraiment ça va prendre des semaines, c'est pas du tout une pratique comme celle d'une céramiste qui utiliserait une terre qui est toute prête en fait. J'ai pas une étiquette sur laquelle est écrit température de cuisson optimale, rendu après cuisson. Moi, j'ai un petit peu fait mes tests moi-même. Et parce qu'Aurore ne fait décidément rien comme tout le monde, ses émaux à elle se trouvent également sur cette plage, dans les hauteurs. Donc en fait, dans les petites cavités, on peut retrouver voilà, cette petite poudre blanche, qui en fait est juste du calcaire qui a été érodé et qui vient se déposer sous forme de poudre. Hop. Et dans mes productions, en fait, cette poudre de calcaire, je viens l'utiliser en finition de pièces. Dans cette démarche en autarcie, Aurore a aussi construit son propre four dans son deuxième atelier à Albi pour la cuisson de toutes ses pièces uniques. J'ai quand même souhaité créer mon propre four, vraiment à même le sol. Et ensuite, à la main, j'ai monté colombin par colombin, strate par strate, jour après jour, le four. Et donc, selon leur position dans le four, les pièces elles vont être plus ou moins en contact avec le feu ou avec les gaz, ce qui leur permet vraiment d'avoir une gamme colorée différente et distincte. Parfois, une pièce va protéger une autre des flammes, et donc elle va avoir une zone un petit peu ombragée, plus brute. Portée par ses études de design, Aurore ne s'arrête pas à la céramique, mais expérimente sans cesse pour créer un intérieur cohérent dont la matière serait la même, mais travaillée avec des techniques différentes. Mobilier en bois flotté et torchis,
enduit mural et tomette, la matière n'ayant toujours qu'une seule et même origine, Méchères sur Gironde. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!